Bonjour à toutes et à tous. Je pense que ce sera la 29e vidéo que je partage sur mon site web et sur ma chaîne YouTube concernant la pénoplastie. Ça va prendre un peu de temps avant que je fasse une autre vidéo, alors ce sera la dernière. Bien sûr, la chirurgie est une évolution continue, on peut faire des modifications, il se peut que je parle d'autres sujets. Donc, je peux encore parler de ces sujets, mais en général, je n'ai pas grand-chose à dire sur la nature, la technique de la chirurgie et de l'expérience que nous avons acquise. Bien que cette vidéo soit un peu radicale. Pourquoi, me direz-vous? Parce que je vais vous parler des points que je désapprouve en ce qui concerne cette chirurgie. Franchement, je trouve que beaucoup de points sont erronés. Il y a tellement de choses que je désapprouve. Par exemple, quels sont ces points? Certains articles sont erronés. Ce sont des articles écrits et envoyés à la revue médicale par certains médecins et qui sont par la suite approuvés et publiés par des éditeurs célèbres. Autrement dit, ce sont des articles qui figurent dans la littérature, mais ils sont erronés. Donc, scientifiquement, ces articles ne correspondent pas à la réalité. D'autre part, des médecins travaillant dans ce domaine manquent de compréhension et de connaissances à ce sujet. Y compris à l'étranger, de nombreux chirurgiens à l'étranger commettent des erreurs. Je dirais même que la technique de la chirurgie classique d'agrandissement du pénis qui est entrée dans les livres classiques est également fausse. Je vais vous en parler dans les moindres détails. En fait, je suis en train d'écrire un livre à ce propos. Je l'ai aussi écrit dans la section Introduction. C'est faux, c'est faux. Ne me demandez pas si tout est faux. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis en complet désaccord. Je vais les aborder une par une dans cette vidéo. L'année dernière, mars-avril 2020, il y avait un congrès à Istanbul, le Forum esthétique d'Istanbul, et j'allais y faire une présentation à ce sujet. Le titre de cette présentation était « Les idées reçues sur la pénoplastie ». Je les avais écrites en détail, je les avais préparées pour la présentation, mais le congrès a été annulé à cause de la pandémie. Alors, permettez-moi de les aborder dans cette vidéo. Aussi, comme je l'ai dit, j'ai un livre que je suis en train de préparer à ce sujet. Je vais tout y écrire en détail. Cette vidéo peut être un peu longue, mais les sujets sont un peu trop. Alors, qu'est-ce qui est faux? En ce qui me concerne, de nombreuses cliniques dans lesquelles cette opération est effectuée font les choses de travers. Les résultats qui sont atteints à l'issue de l'opération ne sont pas satisfaisants. Les choses écrites dans de nombreux articles sont fausses. Parfois, des collègues m'appellent de l'université, ils me demandent si je peux leur donner mon avis concernant une procédure qu'ils effectuent. Ils disent, si on vous envoie les dossiers et toutes les données, vous pensez quoi? Après avoir parcouru les données, je leur dis, vous faites fausse route. Et pourquoi? De plus, la plupart des vidéos partagées sur YouTube sont également fausses. Ils parlent des choses erronées. L'exact opposé de ce qu'ils disent est vrai. C'est tout à fait le contraire. Tout ce qu'ils racontent dans les vidéos est entièrement faux. Pourquoi? Voici pourquoi. Dans les opérations réalisées sur la zone du pénis, beaucoup de choses dans cette zone sont opposées aux autres parties du corps. Si vous appliquez quelque chose qui est juste de l'autre côté du corps sur le pénis, cela finira mal. Ce que je veux dire, le pénis est un organe complètement différent. C'est tout autre chose. Là, les lois de la physique fonctionnent à l'inverse. Regardez. Soit la poitrine, le visage ou les autres parties du corps, ce sont comme la planète sur laquelle nous vivons. Ils fonctionnent normalement selon les lois de la physique. Si vous versez un verre d'eau, alors l'eau va couler. Mais le pénis est une planète différente. Là, les lois de la physique fonctionnent à l'inverse. Versez un verre d'eau et l'eau coulera vers le plafond. Donc, si vous faites certaines choses en raisonnant conformément selon les règles de la chirurgie plastique en général, alors ça pourrait se finir mal. Ça pourrait très mal se finir. L'exemple le plus simple est celui de la graisse. Il y a des articles publiés dans de nombreuses revues à ce propos. Pour garder la graisse en vie, nous y avons ajouté ceci, nous avons ajouté cela. Voici comment nous avons ajouté des cellules souches pour garder la graisse en vie. Nous avons appliqué un traitement PRP.
Il y a des recherches. Quelqu'un m'a appelé de la Turquie, c'était un ami professeur qui travaille dans le secteur privé. Oytun, nous faisons de telles recherches, on essaie de garder la Grèce en vie. Ça vous dérangerait si je t'envoyais les dossiers pour jeter un coup d'œil? Dès qu'il a commencé à parler de ses recherches, je lui ai dit directement, vous faites fausse route. Les cellules adipeuses ne devraient pas survivre dans le pénis. Pourquoi essaie-t-il de garder la graisse en vie? Il raisonne de cette façon-là. Le fait que la graisse y survit, cela lui permettra de se maintenir plus longtemps. Il pense que son effet durera plus longtemps. Et c'est faux. C'est une idée complètement fausse. Des recherches ont été menées sur ce sujet à l'étranger, elles ont été publiées dans les revues. Regardez, j'ai cité un exemple de cela sur mon site web, je l'ai expliqué là-bas. Cliquez sur la section des articles avec le sujet chirurgie du pénis, il y a des articles que j'ai critiqués là-bas. Là, ils ont mené des études dont l'une consistait à maintenir le tissu adipeux en vie. Cette étude a été approuvée et publiée dans une revue médicale, c'est un article complètement erroné. Le fait que la graisse donne du volume au pénis pendant une longue période n'a rien à voir avec sa durée de vie. Il croit que si la graisse injectée reste en vie, elle sera efficace plus longtemps. Non, c'est pas vrai. Le fait que l'effet de la graisse que vous injectez dans le pénis dure longtemps est complètement lié à la persistance du tissu fibreux restant du tissu adipeux. Ce que je veux dire par la persistance du tissu fibreux, comme nous le comprenons généralement, et d'après mon expérience clinique, si le patient est une personne qui se nourrit des graisses végétales, telles que l'huile d'olive, l'huile de maïs et l'huile de tournesol, la graisse prélevée de l'abdomen chez ce patient flotte sur l'eau dans l'injecteur ou sous forme de petits morceaux. Cela montre que cette graisse est de mauvaise qualité. Lorsque vous l'injectez, la zone injectée perdra du volume en peu de temps. Mais comment cela se passe-t-il? Nous filtrons la graisse et nous jetons la partie liquide, nous injectons la partie restante à l'état le plus sec. Et nous demandons aux patients de ne pas avoir de rapport sexuel pendant 3 semaines. Malheureusement, certains collègues ont des idées fausses sur ce sujet. Lors d'un congrès, les urologues disaient ils demandent aux patients d'attendre 3 semaines avant d'avoir de relations sexuelles, puis ils leur conseillent de faire un massage. C'est ridicule. Regardez. On demande aux patients de s'abstenir d'avoir de relations sexuelles pendant 3 semaines afin que le tissu adipeux sous la peau de pénis ne se disperse pas avec le moment. Qu'est-ce que c'est? Les apports sexuels, le massage, la masturbation et même le sexe oral. Tout ça n'est pas permis. Le tissu adipeux doit y stagner et il doit y avoir une morte cellulaire puisque les adipocytes ne peuvent pas être nourris et se transformeront en tissu fibreux. Chez une personne qui s'est nourrie de graisse végétale, ce qui reste est le tissu fibreux, autrement dit, la graisse morte qui est façonnée par le corps. Dans ces cas, une autre injection de graisse est nécessaire après au moins 6 mois ou 1 an. C'est sûr. Ça ne sert à rien d'effectuer des recherches, c'est de l'expérience acquise des cas qu'on a vus depuis 2004. Si une personne se nourrit de graisse animale, en particulier chez les patients venant de l'Europe qui se nourrissent de sandou, et chez les patients des pays scandinaves qui consomment du saumon, du poisson gras, ou bien en Anatolie, chez les patients qui utilisent la graisse de la queue de mouton dans leur cuisine, qui font souvent des grillades, un patient m'a dit qu'il mange de la viande même le matin, de la viande au petit déjeuner le matin. La graisse au niveau de l'abdomen est sèche chez ces personnes qui mangent autant de graisse animale. On prend la graisse dans l'injecteur et elle est tout sèche. Dans ces cas, on injecte et on filtre, mais rien ne se filtre correctement, car la graisse en sort sèche. Le tissu adipeux prélevé ressemble à la purée de pomme. On l'injecte dans le pénis, on demande au patient de ne pas avoir de relations sexuelles pendant 3 semaines car la graisse ne devrait pas être dispersée. Si le patient commence à avoir des rapports sexuels avant les 3 semaines, les adipocytes se déplacent au tout début et elles se mélangent dans le sang, mais si elles restent stagnantes, elles se transforment en tissu fibreux par mort cellulaire. Après la 3e semaine, les adipocytes ne se mélangent pas dans le sang et ne disparaissent pas. Et le corps ne va pas les façonner si le patient est quelqu'un qui se nourrit de graisse animale. J'ai dit à un ami médecin, le fait que la graisse persiste pendant longtemps n'a rien à voir avec sa survie, d'accord? La graisse ne devait pas vivre là-bas, elle devait y mourir. Ce qui permet à la graisse de persister longtemps, c'est sa structure.
En d'autres termes, le tissu fibreux résiduel est différent chez les personnes qui se nourrissent de graisse animale. De même, ce tissu fibreux est différent chez les personnes qui se nourrissent de graisse végétale. Chez les personnes qui se nourrissent de graisse animale, le tissu fibreux résiduel persiste pendant de nombreuses années. La plus longue durée de persistance qu'on a vue est de 7 ans. Le patient est venu me voir après l'opération. 7 ans plus tard, il est revenu pour la consultation de contrôle. J'ai vu pas mal de patients comme ça avec 5 ans et 6 ans. Écoutez, ils veulent que la graisse survive et que son effet dure plus longtemps. C'est médicalement logique. Selon les règles de la chirurgie plastique, c'est raisonnable. Mais, je vous l'ai dit, les choses fonctionnent différemment pour le pénis. Les règles de la physique sont complètement différentes pour le pénis. La graisse ne devrait pas y survivre. On ne doit pas ajouter des trucs comme cellules souches pour que la graisse survive. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit à un ami qui m'a appelé. J'ai dit, écoute, je vais te parler de 2 cas, je vais te donner 2 preuves. Premièrement, lorsque les scientifiques conçoivent quelque chose, essaient quelque chose, ils regardent d'abord la nature. Comment ça se fait dans la nature? Parce que tout est vrai dans la nature. Quand ils ont inventé l'avion, ils ont observé les oiseaux pour voir comment ils volent. Les oiseaux ont des ailes, c'est pourquoi ils volent. C'est pourquoi ils ont conçu les avions avec des ailes. Un avion sans ailes, c'est impossible. Alors je lui ai dit, il y a 2 organes dans le corps humain où il n'y a pas de graisse du tout. Pas de graisse et pas de tissu adipeux sous-cutané. 0. Ce sont le pénis et les testicules. Les patients deviennent parfois obèses morbides. Un patient pèse 250 kg, il s'assoit et occupe un canapé 3 places, il est gonflé partout, il avait le ventre, le visage, les mains enflées comme ça. Le pénis et le testicule ne prennent pas de poids, même chez ces patients. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de graisse là-bas. Il y a 0 de graisse sous-cutanée dans le pénis et les testicules. L'homme ne peut pas y prendre de poids car il n'y a pas de tissu adipeux là-bas. Faites une biopsie, vous ne pouvez pas voir la graisse au microscope. Ce que j'ai dit, c'est ce que tu essaies de faire, tu essaies de garder la graisse vivante dans le pénis. D'une part, c'est contre nature. Pourquoi n'y a-t-il pas de graisse dans le pénis? Pas de cellules adipeuses vivantes, parce qu'elles ne sont pas censées y être. C'est très simple. En fait, il ne devrait pas y avoir de cellules adipeuses vivantes dans le pénis. Alors, vous voulez que la graisse survive en pensant selon les règles générales de la chirurgie plastique, mais c'est incorrect. Ce n'est pas possible dans cette zone. Non. C'est là que les lois sont en contradiction avec la nature du pénis. Les règles de la physique sont exactement le contraire. Regardez pourquoi les vidéos de nombreux médecins sur YouTube fournissent des informations erronées, car ils n'ont jamais effectué une pénoplastie d'agrandissement. Ils ne connaissent pas la nature de cette opération, ils disent les choses en raisonnant. En fait, les choses qu'ils racontent ne reflètent pas la réalité de la situation. Ils ont vraiment tort. Si on parlait d'autres organes, vous pouvez peut-être raisonner. Dans les opérations du sein ou du visage, vous pouvez arriver à quelque chose en raisonnant. Mais le pénis n'est pas un organe adapté au raisonnement qui suit les règles générales de la chirurgie plastique sans expérience. Les règles fonctionnent dans le sens inverse là-bas. C'est étonnant, très intéressant. Alors, pourquoi ne devait-il pas y avoir de graisse dans le pénis? C'est vraiment intéressant. Je l'ai vu que le tissu adipeux est resté entièrement vivant chez 2 de mes patients. Les tissus adipeux est resté bien vivant. C'est un miracle. C'est un véritable miracle. J'ai injecté environ 60 cc de graisse dans un pénis de 10-12 cm de longueur. Le tissu adipeux prélevé était si fluide. Normalement, il n'est pas censé vivre du tout. Les cellules adipeuses meurent de toute façon, ce qui entraîne la fibrose du tissu adipeux. Mais le tissu adipeux de ces 2 patients était parfaitement vivant. C'était vraiment un miracle. Mais les docteurs essaient toujours de garder la graisse en vie, bien qu'ils se trompent. Mais chez ces 2 patients, j'ai vu ce qui se passe si la graisse survit. C'est une grande coïncidence, ça a été une grande expérience pour moi. Un patient est venu me consulter. Il avait le problème suivant. Il souffrait d'un gonflement dans l'un des côtés du pénis. Alors, je l'ai reçu en consultation. L'homme est venu. Il a enlevé ses sous-vêtements pour que je puisse l'examiner. J'ai été vraiment étonné. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Son pénis est devenu 2 fois plus grand depuis l'opération. 2 fois. J'ai filmé toutes les opérations que j'ai effectuées pendant 11 ans.
J'ai un enregistrement vidéo de chaque chirurgie réalisée. Si un patient vient pour une consultation, je fais sortir la vidéo de la chirurgie des archives. Qu'est-ce que nous avons fait pendant la chirurgie? Comment s'est-elle terminée? J'ai regardé tout ça. C'était vraiment super. Je le recommande à tous mes collègues. Faites un enregistrement vidéo de chaque chirurgie que vous faites tout au long de votre pratique médicale. Entrez au bloc avec une caméra GoPro, portez-la sur le front du début à la fin. Cela vous procure de l'expérience. Votre patient viendra pour un examen de contrôle dans 5 ou 6 ans. Vous pouvez regarder la vidéo après 5 ans et voir la qualité de graisse prélevée de l'abdomen et les résultats obtenus à ce moment-là. Ce patient est venu me consulter et son pénis était 2 fois plus épais qu'après la chirurgie. Je suis habitué à la perte de circonférence, mais je ne comprends pas non plus comment son pénis s'épaissit. La première idée qui me vient, c'est que ce patient a subi une deuxième injection. Je lui ai demandé, avez-vous bénéficié d'une deuxième injection par un autre médecin? Il a dit non. Il a dit qu'il avait pris de poids dans un an. J'ai opéré ce patient il y a un an, il a pris de poids depuis. Ça m'a fait douter. C'est quelque chose d'inhabituel. Ensuite, j'ai mis des gants pour l'examiner. J'ai examiné le pénis et j'ai trouvé qu'il était incroyablement doux. Regardez. Laissez-moi vous décrire à quel point il était doux. Avez-vous déjà touché de la barbe à papa? De la barbe à papa. Si vous le touchez comme ça, il se dégonfle tout de suite. Vous ne pouvez pas le toucher vraiment. Le pénis était tellement doux. Mes yeux voient ce que je touche, mes mains ne le sentent pas bien. Il était aussi doux. Je veux dire, il y avait quelque chose de grave chez ce patient. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Un côté du pénis était gonflé, le patient est venu pour se débarrasser de ce gonflement, il ne se plaignait pas d'autre chose. Nous l'avons amené en chirurgie et nous l'avons opéré pour réparer ce gonflement. J'ai vu ça dans cette opération, le tissu adipeux qui est vivant. Un tissu adipeux lobulaire jaune, il était bien vascularisé, le tissu vivait tel qu'il était. C'était vraiment un miracle, ce n'est rien d'autre. On a découpé cette masse, cet excès, et on l'a envoyé au laboratoire pour un examen. Les résultats montraient la présence d'un lipome. En d'autres termes, le patient avait du tissu adipeux vivant. Lorsque le patient prenait du poids, le pénis aussi prenait du poids. Le pénis était très mou avec un adipome, car il s'agissait des adipocytes vivants. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tissu adipeux vivant dans le pénis. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir de cellules adipeuses vivantes. La graisse que vous devez injecter dans le pénis, vous ne devez pas la garder en vie. C'est une approche erronée qui peut aboutir à des conséquences sérieuses. Ils font ça non seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger. C'est faux. Par la seule raison qu'une personne n'a pas de cellules graisseuses vivantes dans le pénis. Vous essayez de faire quelque chose qui est contre la nature. C'est une approche erronée. En tout cas, j'ai vu le résultat dans les cas où on a gardé la graisse en vie, dans ces 2 cas. Les patients ne se plaignaient pas de leur situation, mais je pense que c'est mal. Normalement, lorsqu'on injecte la graisse, elle se transforme en tissu fibreux, le pénis devient comme une boule en caoutchouc, même s'il est au repos. Il n'y a pas de problème avec l'érection. Pourquoi injectons-nous de la graisse? Nous l'injectons pour qu'elle se transforme en tissu fibreux. La graisse meurt déjà. C'est ce que j'ai vu. Mais je ne l'ai vu survivre de cette façon que dans 2 cas depuis 2004. Je ne pense pas que le résultat soit bon, c'est vraiment un miracle, car la graisse ne devrait pas survivre. Vous injectez 66 cc de graisse à cette zone, le tissu adipeux ne devrait pas tenir comme une greffe ou un lambeau cutané. Je pense que c'est une pratique erronée. Mes amis ont mal compris cet aspect de l'opération parce qu'ils ne connaissent pas le résultat. J'ai dit, j'ai vu le résultat que vous avez pris comme cible, si vous réussissez, le résultat sera horrible. Je leur ai parlé de tout ça, puis ils ne m'ont pas envoyé aucun dossier. Je pense qu'ils ont laissé tomber. En fait, j'ai même proposé un sujet à mon collègue. J'ai dit, voici ce qui doit être étudié. Après que la graisse injectée est transformée en tissu fibreux, pourquoi le corps est-il capable de façonner et de rétrécir ce tissu chez les personnes qui se nourrissent de graisse végétale? Pourquoi le corps réduit son volume? Pourquoi le corps ne peut-il pas façonner le tissu fibreux chez les personnes qui se nourrissent de graisse animale? En conclusion, permettez-moi de résumer de la façon suivante. La persistance de la graisse à long terme n'a rien à voir avec le maintien de la graisse en vie. La graisse ne doit pas rester en vie. Le fait que la graisse y donne du volume pendant longtemps
est due totalement à la consommation de graisse animale. Vous demandez cette question aux médecins internistes, ils disent déjà que ce n'est rien de surprenant, c'est très normal. Déjà, la consommation de graisse végétale est un régime méditerranéen. Le tissu adipeux devient fragile chez les patients qui consomment des plats à base d'huile d'olive. Ces patients sont faibles et ne souffrent pas d'occlusion vasculaire. Chez ces personnes, le risque de crise cardiaque est faible. Ils disent que manger les huiles végétales, c'est plus sain. C'est ce qu'ils disent. C'est bien pour la santé du patient, mais malheureusement, cela peut affecter votre chirurgie. Cela a un effet néfaste. Donc, se nourrir de graisse animale nuit également à la santé du patient, en particulier le sandou pour les patients européens. Parce qu'en Europe, le sandou est souvent utilisé pour la cuisson du pain, des gâteaux, des conserves, partout. Écoutez, la graisse devient plus dure chez les gens qui se nourrissent de sandou. Ce dernier obstrue les vaisseaux sanguins, ce qui augmente le risque de crise cardiaque. Ces patients répondent plus difficilement au traitement. On dit que ça nuit à la santé des patients. Mais c'est aussi avantageux pour notre chirurgie. On injecte de la graisse, elle se transforme en tissu fibreux et persiste pendant de nombreuses années. C'est que les cellules adipeuses ont été prélevées de l'abdomen d'un patient qui se nourrit de graisse animale. Vous me comprenez? C'est une fausse conception. Il est nécessaire de ne pas essayer de garder la graisse en vie. La raison pour laquelle la graisse persiste si longtemps est la consommation de graisse animale. J'espère avoir bien expliqué ce point. D'ailleurs, nous avons également eu les expériences suivantes avec ces patients. C'est très intéressant. Par exemple, nous avons opéré pendant que le patient était à Istanbul, la graisse prélevée de l'abdomen était de mauvaise qualité. Je lui ai dit que je m'attendais à une résorption graisseuse. Alors je lui ai demandé de revenir dans un an pour une nouvelle injection. Le patient part après cette opération pour vivre en Europe pendant 2 ans, 3 ans. Ensuite, il est revenu me voir, la graisse dans la zone de l'abdomen a changé. Elle est devenue solide comme une pierre. Si vous l'injectez, elle ne sera résorbée qu'après au moins 7 ans. Peut-être qu'elle persistera 10 ans, 15 ans. On a vu ça. Nous avons opéré le patient à Istanbul, puis il est allé vivre en Europe pendant 2-3 ans, puis il est revenu pour se refaire opérer et on voit le changement dans la structure de la graisse. Pourquoi? Parce que nous enregistrons le déroulement de la chirurgie pour chaque patient. Cela nous donne une grande expérience. Nous avons vu de tels cas. Par exemple, il y a quelques mois, nous avons reçu un patient de Moscou. La graisse de l'abdomen était de très mauvaise qualité. On a dit au patient, malheureusement, le tissu adipeux était non convenable, fluide. Il flotte dans l'eau, un petit morceau, comme s'il était sorti du hachoir à viande. Donc, si vous le filtrez, la majeure partie s'écoulera. Même si vous injectez les parties sèches restantes, ce tissu adipeux ne persisterait pas pendant de nombreuses années. Nous avons demandé au patient, après l'opération, nous sommes allés dans sa chambre, nous avons dit, de quoi est-ce que vous vous nourrissez, où mangez-vous le plus souvent, est-ce que vous savez quel type de graisse est utilisé pour la cuisson de votre plat. Il nous a dit qu'il préparait son dîner à la maison tous les soirs et qu'il utilisait de l'huile d'olive. J'ai aussi reçu quelques patients d'Istanbul. La graisse était de bonne qualité. On dirait qu'il mangeait du sandou pour le dîner matin et soir. On interroge le patient sur ses habitudes alimentaires. Il dit « Docteur, je ne peux pas vivre sans viande. Je grille de la viande grasse avec de la graisse de queue de mouton. Je fais un barbecue chaque week-end. » Donc certains patients me disent que même le matin, ils mangent du bœuf braisé. Les viandes des animaux, la graisse animale, vous voyez. Chez ces personnes qui en mangent beaucoup, la graisse de l'abdomen est de très bonne qualité. Alors, combien de temps faut-il suivre un tel régime? Parfois, les patients me demandent « Docteur, devrions-nous suivre un tel régime alimentaire pendant 6 mois et venir après ?» Bon, je n'ai eu aucune idée, mais dans les cas des patients qui sont partis en Europe, nous avons clairement vu que la structure de la graisse a changé. L'un de mes patients que j'ai opéré il y a 1 an a eu une résorption de graisse. Et puis, il a commencé à suivre un régime alimentaire riche en viande 6 mois avant son arrivée à la chirurgie. Il cuisait de la viande avec de la graisse de queue, grillade, tout ça. Il se nourrissait comme ça pendant 6 mois et il venait nous voir. Nous avons fait l'injection de graisse à nouveau. La graisse de l'abdomen n'était pas de bonne qualité. Donc, je pense que cette période était insuffisante. Une période de 2 ou 3 ans serait suffisante, mais je ne connais pas vraiment la période exacte.
Je ne peux pas dire qu'il devrait manger de la graisse animale comme ça pendant toutes ces années, mais 6 mois, je ne pense pas que ce soit suffisant. Nous avons eu une autre expérience avec un patient. Ce patient a aussi essayé de suivre un tel régime lui-même, mais il n'y en avait pas assez de la graisse chez ce patient. Il n'y a pas eu d'amélioration de la graisse. Peut-être ces questions peuvent être étudiées. Quelle est la quantité de graisse animale qu'on doit consommer pour affecter la graisse et de l'abdomen? Mais n'essayez pas de garder la graisse en vie. C'est une mauvaise idée. La graisse ne doit pas rester vivante dans le pénis, c'est clair. Si la graisse reste en vie, cela causerait des problèmes avec le pénis parce que c'est une zone spéciale. Les lois de la physique y sont différentes. Maintenant, quel est l'un des points mal compris de cette chirurgie? Avant tout, son nom. Le nom de la chirurgie est l'agrandissement du pénis. Si dramatique. Lors d'un congrès auquel j'ai assisté l'année dernière, un enseignant d'autres branches s'est levé et a dit « Je doute que cette opération puisse agrandir le pénis. » Il a dit qu'il effectue ce type de chirurgie souvent, mais sans succès. Il s'est demandé aussi pourquoi on effectue cette opération chez les patients ayant un pénis de taille normale. Il a dit « N'est-ce pas le nom de cette chirurgie, l'opération d'agrandissement du pénis? Alors il faut l'appliquer chez les patients qui ont de petits pénis. » Non, docteur, tout ce que vous venez de dire est faux. De plus, il a effectué ces chirurgies chez des patients qui ne sont pas censés la subir. Tous ces patients ont subi une intervention pour rien. Pourquoi? Parce que ce docteur a mal compris le nom de la chirurgie. Cette chirurgie ne s'appelle pas chirurgie d'agrandissement, cette chirurgie est en fait appelée chirurgie pour plus agrandir les pénis normaux ou gros. Cette opération ne sert à rien dans les cas de micropénis. Parce que ce docteur l'a mal compris, il a effectué cette chirurgie pour les patients ayant un micropénis, il n'a obtenu aucun résultat et maintenant il dit que cette opération est inutile. Il a dit qu'il a effectué cette chirurgie mais sans succès. Oh Dieu! Beaucoup de points de l'opération sont mal compris, mais c'est malheureusement le plus tragique. Son nom est mal compris. Regardez, il y a 2 techniques dans le monde, la chirurgie d'agrandissement en général, qui servent vraiment à l'agrandir. Et il y a des méthodes d'imitation ridicules qui ne fonctionnent pas. Je vais vous en parler séparément. Maintenant, il existe 2 techniques de chirurgie d'agrandissement du pénis proprement dit. Tout d'abord, les techniques classiques, c'est ce que nous faisons, qui consiste à sectionner le ligament suspenseur pour détacher le pénis de l'os du pubis. Le pénis est repositionné plus en avant, ce qui augmente la longueur du pénis à 2 à 3 cm. Cette chirurgie a un inconvénient, le résultat que vous obtiendrez est proportionnel à la taille du pénis. En d'autres termes, l'opération donne un résultat complètement proportionnel au volume du pénis parce que vous déplacez le tissu interne à l'envers. Le pénis glisse vers l'extérieur sans que son intégrité soit perturbée. À quoi cela mène-t-il? Si le pénis est vraiment de petite taille, alors il n'y aura pas d'allongement. En d'autres termes, cette opération est inutile en cas de micropénis. Une autre méthode est le pelvic. C'est une méthode dangereuse parce que le tissu érectile du pénis est coupé du milieu et divisé en 2, de telle sorte que le pénis soit intact avec les voies urinaires et les vaisseaux sanguins. D'en haut, les vaisseaux sanguins restent intacts, d'en bas, les voies urinaires restent intactes, on sectionne et sépare le tissu érectile, on met de l'os entre les deux, on prélève un fragment d'un côté, un tissu cartilagineux, et on la place et on suture la peau en dessus et on le ferme esthétiquement. C'est une technique dangereuse car vous pouvez dénaturer le gland du pénis si la circulation sanguine est interrompue. Si ces vaisseaux sont bloqués, le gland du pénis se nécrose. Cette méthode peut être utilisée même dans les cas de micropénis. Pourquoi? Car on place un fragment du tissu là-bas. Mais c'est trop risqué. Nous ne l'appliquons pas. Généralement, la méthode classique que nous utilisons consiste à sectionner le ligament suspenseur afin de désenfuir le pénis de l'os. Cette technique s'appelle l'agrandissement du pénis, mais elle ne fonctionne pas sur les pénis courts. Donc, vous ne pouvez pas réaliser cette opération dans les cas des micropénis. Cette opération n'est pas une opération d'agrandissement de petit pénis. C'est un événement vraiment tragique. Le nom de la chirurgie donne à penser que c'est une mauvaise idée. J'ai entendu de nombreux médecins et de patients qui disent « le patient est examiné, la taille du pénis est jugée normale par le médecin, le médecin dit au patient que sa longueur du pénis est normale et qu'il n'y a pas besoin de cette chirurgie. »
Ils disent que la chirurgie d'agrandissement du pénis n'est réalisée que sur le petit pénis. J'ai souvent entendu ça. C'est une idée complètement fausse. Regardez, ils répondent aux patients par un raisonnement conforme aux données médicales et aux principes généraux de la chirurgie plastique. Mais malheureusement, c'est faux. C'est le contraire de la vérité. Qu'est-ce que je dis? Les lois physiques s'inversent dans la zone du pénis. Vous diriez probablement le contraire de la vérité. Donc, dans ce sens-là, il est nécessaire d'avoir de l'expérience dans cette zone très spécifique. Il est nécessaire de comprendre la philosophie et la nature de ces opérations effectuées dans la zone du pénis. Parce que les lois, les données sont le contraire de ceux des autres régions. Lorsque vous essayez de dire quelque chose en raisonnant et avec les connaissances actuelles en chirurgie plastique, alors vous dites le contraire et vous commettez une erreur. Une chose intéressante est que la chirurgie d'agrandissement du pénis n'est pas une opération qui sert à agrandir les micropénis. C'est une opération qui sert à agrandir les pénis normaux ou gros. Même le nom de l'opération est mal compris. Donc, certains médecins, malheureusement, se méfient du ligament suspenseur du pénis. Ils pensent que si le ligament suspenseur est sectionné, alors c'est la catastrophe. Comme si c'était une chose terrible, comme si l'inflation va exploser, le taux de change va augmenter ou un coup d'État, non? Avant tout, la chirurgie d'agrandissement du pénis est l'une des chirurgies plastiques les plus sûres. Parce que, comme je l'ai dit lors de ces congrès, beaucoup de chirurgiens ne rendent même pas compte. Regardez, nous effectuons l'opération des oreilles décollées qui permet un repositionnement des oreilles vers l'arrière. On réalise une dissection du cartilage pour le remodeler, puis le cartilage est suturé, le cartilage de l'oreille se place près du crâne pour rectifier le décollement. Vous traitez directement le cartilage de l'oreille. Et que dire de la rhinoplastie? On effectue une fragilisation des os du nez, le cartilage est sectionné et remodelé, ensuite toutes les structures sont rassemblées et le toit des fosses nasales est reconstruit. La rhinoplastie consiste carrément à déchiqueter les os du nez et les réassembler. Elle se fait de cette façon. Et le lifting mammaire? En cas de sein ayant une apparence lâche et affaissée, le tissu mammaire est découpé en 3 parties, une partie entre les deux sera enlevée, les parties restantes sont rassemblées. Mais qu'en est-il de l'agrandissement du pénis? Vous ne touchez pas le tissu du pénis. C'est une opération aussi sûre. Nous ne touchons pas les propres tissus du pénis. Nous sectionnons juste le ligament suspenseur du pénis qui se détache directement de l'os du pénis. Nous ne touchons pas le pénis. Et pour l'épaississement aussi, nous injectons de la graisse en sous-cutané tout au long du pénis. Vous ne touchez pas le tissu érectile, ni les vaisseaux, ni les nerfs, ni les fascias, rien de tout cela. Le tissu pénien tel qu'il est déplacé en bloc. C'est ça le truc. Puisque vous ne touchez pas le pénis, je pense que c'est la chirurgie plastique la plus fiable. Je veux dire qu'une rhinoplastie est 100 fois plus risquée. Vous me comprenez? Surtout le ligament suspenseur. La section de ce ligament a été grandement exagérée. Les patients ont peur, les médecins ne le font pas, etc. Il n'y a pas de tissu dans le ligament suspenseur. Il n'y a pas de vein, pas de nerf, donc vous ne risquez rien. Le ligament suspenseur juste unit la verge au pubis. Plus tard, je vais en parler quand même, le ligament suspenseur et sa fonction sont également mal interprétés. Ainsi, chaque étape de cette opération est presque mal connue. Tout est faux, j'ai vraiment raison alors. Tout le monde craint le sectionnement du ligament suspenseur, mais ils n'ont pas de problème avec l'injection de graisse. Mais il reste encore de nombreux inconnus sur l'injection de graisse. À propos de l'injection, il y a une probabilité plus élevée de complications, mais vous n'aurez aucun problème avec les sections du ligament. La seule modification que nous avons faite a été de ne pas le sectionner complètement. Dans les revues, dans les livres classiques, il est écrit « Il faut sectionner le ligament suspenseur et le séparer entièrement de l'os ». Mais je suis opposé. Je dirais que la technique de sectionnement complet du ligament suspenseur dans ces livres est fausse. C'est faux, ce n'est pas juste. Parce que, tout d'abord, puisqu'on en parle, permettez-moi de vous expliquer le sujet du ligament suspenseur.
Cette appellation est incorrecte car le pénis n'est pas suspendu. Deuxièmement, sa fonction est également mal connue. Sa fonction n'est pas de suspendre le pénis. La tâche du ligament suspenseur est de maintenir le pénis devant l'os. Ce sont deux choses totalement différentes. Laissez-moi vous en donner la preuve. Maintenant, la fonction du ligament suspenseur, dans le livre, il est indiqué qu'on doit le sectionner entièrement. C'est la technique classique. Laissez-moi vous montrer. C'est le bassin. Et donc, le pénis sort du dessus. Ça monte ici et ça sort d'ici. Pourquoi vient-il d'ici, devant l'os, et s'étend? Il y a une raison à cela. Il s'étend à cause du ligament suspenseur. Le ligament suspenseur l'attache ici. Maintenant, nous sectionnons ce ligament dans les opérations d'allongement. Il est écrit dans les livres qu'il faut le sectionner complètement. Regardez, lors des rapports sexuels, l'homme pousse son bassin en avant. Comme il pousse son bassin en avant, il pousse également le pénis vers l'avant. Il y a la force motrice au-delà, c'est le bassin. Donc, le pénis qui monte dessous n'en sort pas directement. Il monte devant l'os, s'étend d'ici. Qu'est-ce qui rend cela possible? C'est le lien entre les deux. Le ligament suspenseur n'est pas vraiment un ligament suspenseur, c'est un ligament de fixation. Ça devrait s'appeler ligament de fixation. Savez-vous ce qui se passe quand on le sectionne complètement? Il n'y aura pas de lien entre le pubis et le pénis. Lors des rapports sexuels, l'homme pousse son bassin et ses hanches vers l'avant, mais cette force ne se reflète pas sur le pénis, parce que nous l'avons complètement rompu. Je pense qu'il doit y avoir un lien fort entre les deux. C'est mon opinion. Il y a aussi un autre inconvénient de la section complète du ligament suspenseur. Quand on le détache entièrement, comme il n'est plus attaché à l'os, le pénis peut même passer sous l'os. Il pourrait s'enfuir. C'est tout à fait sensé. Je pense qu'il n'y a personne pour s'y opposer. Il ne faut absolument pas détacher complètement le pénis de l'os. Mais il est écrit dans les livres que le ligament suspenseur doit être sectionné entièrement. Quand on a commencé à effectuer cette chirurgie en 2004, on sectionnait le ligament suspenseur entièrement car la technique a été décrite de cette façon. Mais ce qu'on a observé, on sectionne le ligament, on est allé jusqu'en bas, la partie inférieure est restée. On essaye de la sectionner. Donc, c'est très dur de la sectionner parce que la partie ci-dessus est molle et se durcit au fil de la descente. La dernière partie est la partie la plus difficile. C'est très difficile de la sectionner. De plus, on a constaté que même si on sectionne le ligament complètement, ça ne contribue pas à l'allongement. Le pénis s'étend d'ici vers le haut et sort d'ici. Donc, il suffit de l'ouvrir d'ici, ça sera suffisant pour l'allongement de là. Il ne sert à rien de sectionner cette partie inférieure. Au contraire, vous perdez le support de l'os, car vous le séparez complètement. En fait, même si l'os va et vient, cela ne se reflète pas sur le pénis. Deuxièmement, le pénis peut passer sous l'os latéral et se raccourcir et s'échapper, parce qu'il n'y a plus de lien. Dans ces cas, même dans les cas où on vient de sectionner le ligament entièrement, on n'a pas vu un déclin. Regardez, on sectionne le ligament suspenseur et le pénis ne tombe pas. Mais mes collègues disent toujours que le ligament suspenseur ne doit pas être sectionné. Ne vous en faites pas. Ils disent que le pénis tombera. On dirait qu'il y a une corde qui attache le pénis et si cette corde est sectionnée, le pénis tombera. Il y a beaucoup de tissu conjonctif autour du pénis qui le maintient. Même si vous sectionnez complètement le ligament, le pénis ne tombe pas. Mais que se passe-t-il? Comme il y a plus de lien entre le pénis et l'os, les va-et-vient du bassin vers l'avant avec ce mouvement de la hanche ne sont plus reflétés sur le pénis. Le lien entre les deux est interrompu. C'est pourquoi je pense que le nom réel du ligament doit être ligament de fixation. Il fixe le pénis devant l'os, l'y attache. Il ne le suspend pas. Car même si on élimine la fonction du ligament, en le sectionnant complètement, le pénis ne tombe pas. Ce qui signifie que la fonction de ce ligament n'est pas de suspendre le pénis. Mais puisque le lien entre le pénis et le pubis a été détruit, le mouvement de la hanche ne se reflète pas sur le pénis. Car la fonction principale du ligament est de positionner et fixer le pénis devant le pubis.
Et je pense que son nom devrait être ligament de fixation. Vous me comprenez? C'est un sujet très mal compris. Même, comme je l'ai dit, la technique classique mentionnée dans les livres classiques est fausse. Le nom du ligament suspenseur est incorrect. Sa fonction est mal connue. Le nom de l'opération est incorrect. Ce n'est pas un agrandissement du pénis. Vous me comprenez? Plusieurs points de cette opération sont mal connus. C'est pourquoi le fait de créer des idées pour garder la graisse en vie mène à tous ces résultats. Si vous n'avez pas d'expérience et si vous gérez les choses de la mauvaise manière, alors les résultats obtenus ne seront pas satisfaisants. De nombreuses parties de cette opération sont mal comprises. Il y en a encore. Je vais continuer à en parler maintenant. Il y a encore une chose que mes collègues ont mal faite, mis à part le fait qu'ils sont contre le sectionnement du ligament. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, avant d'oublier, à mon avis c'est très important, on commence à sectionner le ligament suspenseur du haut. Où trouver les 20% ci-dessous? On ne peut pas voir exactement ce qu'une section. Regardez, il y a une veine, trop fine, qui traverse le ligament suspenseur. Elle est aussi fine qu'un cheveu. Elle passe au-dessus, on sectionne les sections du haut et on s'approche vers le bas. Et un saignement se produit quelque part. J'ai vu ça dans l'un de mes cas. Il y avait même des collègues qui voulaient entrer au bloc opératoire pour voir tout ça. Je me suis mis à sectionner. J'ai dit, regardez, il va bientôt y avoir des saignements. Vous verrez. Et à ce stade, nous terminerons de sectionner le ligament suspenseur. En fait, le saignement s'arrête quand on place une compresse de gaz sur le site. Car, tout simplement, il s'agit d'une veine et pas une artère. De plus, cette veine est trop fine. Je n'ai pas pu trouver le nom de cette veine n'était dans aucun livre. Donc, il s'agit d'une veine très fine qui passe près du bas du ligament suspenseur et dont le nom est inconnu. Une telle structure anatomique doit être soit une structure de grande taille, soit elle doit avoir une fonction pour qu'elle puisse avoir un nom. Cette veine n'a pas de nom ni de fonction. Donc, je ne pense pas qu'un nom ait été attribué à cette veine. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. C'est pourquoi je donne à cette veine officieusement mon propre nom. Je l'appelle la veine d'Idylle. Lorsque vous essayez de sectionner ce ligament suspenseur du haut, lorsque vous vous approchez du bas, vous trouverez une fine veine qui saignera. C'est un signe pour vous. Vous êtes très proche du ligament suspenseur, alors vous devez vous arrêter. Moi, quand je vois le saignement, j'arrête la section. Vous pouvez toucher la partie inférieure. Si elle est toujours intacte, elle vous paraîtra dure. Nous devons laisser cette partie inférieure intacte. Il y a encore une chose intéressante à propos du ligament suspenseur. Lors d'un congrès, l'un des enseignants a dit « Vous avez bien exposé cette veine et ce ligament suspenseur sur les photos. Je n'aurais jamais pu le trouver si facilement. Comment le trouvez-vous » Alors maintenant, mon collègue a à la fois raison et tort. Pourquoi? Le ligament suspenseur est très doux là-haut. C'est donc un peu difficile à voir à l'intérieur du tissu adipeux. Comme je vous ai dit précédemment, le ligament est doux au début et devient de plus en plus dur. Il devient blanc, durci, et vous commencez à entendre un petit craquement quand vous le sectionnez. C'est peut-être pourquoi il est difficile de le trouver d'en haut. Mais d'une part, mon collègue a tort. Pourquoi? Le lieu du ligament est bien déterminé. Son adresse est connue, son adresse, la rue, numéro d'appartement, tout est là, juste au milieu. Au bas du pénis, juste dans la ligne médiane. Comment le trouver? Je passe à 2 mm à travers la ligne médiane du côté droit et 2 mm à gauche. Je sectionne un peu au-dessus de l'incision du milieu. Quand je vais un peu plus bas, une structure blanche apparaît déjà et elle durcit lorsque je coupe un peu plus en descendant. Et vous voyez le tissu en plein milieu, cela devient déjà évident. Il durcit, s'ossifie au fond, il n'est plus possible de le voir. Après tout, son emplacement est bien déterminé. Il n'est pas quelque part à gauche ou à droite, mais au milieu. Au bas du pénis, juste au milieu. Donc c'est facile à trouver. À part ça, certains collègues commettent une autre erreur avec cette chirurgie. En fait, ils font non pas une, mais 3 erreurs. 3 erreurs que commettent les collègues qui craignent de sectionner le ligament. D'abord, le fait de ne pas sectionner le ligament. Alors, leurs patients ne sont pas satisfaits en fin de compte, surtout si vous faites une injection sans sectionner le ligament suspenseur, on dirait que vous enfouissez le pénis.
Dans de nombreux cas, il est nécessaire de ne pas appliquer la technique d'épaississement seulement. Ce serait une mauvaise idée. Si le patient est un peu potelé, surtout s'il a de la graisse dans les régions pubiennes et surtout dans le pénis, alors le pénis sera enfui. Par exemple, j'ai des patients qui ont gagné jusqu'à 5 cm de longueur. Ces patients ont subi une injection de graisse ailleurs, sans allongement, et le pénis a été enfui dans les graisses. Alors, le patient vient nous consulter, nous prélevons la graisse pubis par liposuction, ainsi nous procédons à l'allongement, voilà. 5 cm. Ça peut arriver, mais seulement dans de tels cas. La première erreur que mes collègues commettent est qu'ils ne sectionnent pas le ligament. C'est une erreur très grave. Et deuxièmement, puisqu'ils n'ont pas appliqué la technique d'allongement du pénis, ils essayent de compenser ce manque en injectant un excès de graisse. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Le pénis ressemble à un bâton, un pénis enfui. C'est vraiment grave. La troisième erreur est que certaines cliniques, malheureusement, font également une injection de graisse sous la forme d'une pyramide. J'ai été surpris quand je l'ai vu pour la première fois. Je vous jure même que je pensais faire ça dans l'un de mes cas, mais je l'ai échoué. Ils font une injection de graisse dans le pénis sous la forme d'une pyramide, vers le fond très épais. Je ne vois pas la logique là-dedans. Il est épais de fond, et si vous injectez de la graisse sous la forme d'une pyramide, le préservatif ne tiendra pas. C'est vraiment ridicule. En fait, il y a une quatrième erreur, et cela, je pense, est dû à leur paresse ou quelque chose comme ça. Certains de ces chirurgiens ne prélèvent pas la graisse qui se trouve en base du pénis dans les régions du pubis. Si vous n'avez pas appliqué la technique d'allongement, mais prélevez au moins la graisse qui se trouve là-bas. Si vous enlevez la graisse autour du pénis, si son pourtour s'effondre, ce serait utile pour l'allongement. J'examine le patient et je trouve que son pénis ressemble à une bûche de bois de la graisse qui a été injectée sans effectuer un allongement. Nous faisons une liposuction pour enlever la graisse qui est au fond. Nous réalisons un allongement et nous obtenons un allongement de 5 cm chez les patients. Ce sont les erreurs commises. La plus grosse de ces 4 erreurs est l'injection en excès de graisse dans le pénis. Si les tissus adipeux du patient est de bonne qualité, alors vous allez avoir des problèmes. Tenez compte de ça. Si vous avez prélevé de la graisse qui persistera longtemps et qui ne se résorbera pas, c'est-à-dire un tissu adipeux déshydraté comme la purée de pommes de terre prélevée de l'abdomen, et vous injectez cette graisse excessivement, alors elle ne se résorbera pas à l'avenir et reste telle qu'elle est. Il n'est pas non plus possible d'enlever cette graisse à l'avenir parce que la graisse ne reste pas telle qu'elle est. Comme je l'ai dit, la graisse se transforme en tissu fibreux. Nous avons commis une telle erreur dans un cas. Je pense que je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Nous avons essayé d'enlever la graisse. Nous avons dit que si ça ne marche pas, nous la couperons avec une cautère et la missirons tout autour. Cela n'a pas marché. Le cautère n'était pas capable de couper. La seule chance était d'enlever complètement la graisse, mais cela posait également des problèmes. Si la graisse prélevée du patient est de bonne qualité, alors n'injectez certainement pas plus de 50 ou 60 cc de graisse. D'accord? C'est un avertissement très important. Si vous effectuez une injection de graisse de 100 cc à un patient ayant un tissu adipeux de bonne qualité, alors vous êtes fichu. Ce tissu adipeux ne se résorbe pas, le patient va rencontrer des difficultés lors des rapports sexuels, surtout s'il va épouser une fille vierge, les choses deviennent plus compliquées. Il reviendra pour faire retirer la graisse, mais ça sera impossible. Vous me comprenez? C'est très sérieux, écoutez, prenez des notes. Mes amis les chirurgiens, ne faites pas d'injection excessive de graisse, ne craignez pas de sectionner le ligament suspenseur. Lorsque vous vous approchez du fond, il y aura des saignements quelque part, la veine didyle saignera, n'oubliez pas son nom. Lorsque cette veine saigne, arrêtez la section du ligament suspenseur. Arrêtez l'opération à ce stade. Épaississez correctement, avec précision. Ne pas dépasser les 50-60 cc si le tissu adipeux prélève est de très bonne qualité. Si le tissu adipeux du patient est de mauvaise qualité, une partie va certainement se résorber. Alors, on injecte 80 ou 90 cc. La graisse injectée va se résorber un peu dans 3 à 6 mois. Le reste assurera une meilleure épaisseur. Mais si le tissu adipeux est sec, alors ne faites certainement pas d'injection de graisse d'une manière excessive. Si vous ne faites pas d'allongement,
le fait de prélever la graisse de bonne qualité de l'abdomen et injecter excessivement sans faire l'allongement sera une double erreur. Maintenant, il y a autre chose que je désapprouve en ce qui concerne cette chirurgie. Comme vous pouvez le voir, tout est faux. Les informations dans les livres classiques sont fausses, les articles sont faux. Je pense que beaucoup de choses sont erronées. Des vidéos d'amis médecins, beaucoup de choses qu'ils disent. Par exemple, du plus simple, cette chirurgie est toujours décrite dans les livres du point de vue suivant, visuel. Elle est décrite visuellement. Il parle de l'injection de graisse, faites ceci et cela autour du pénis, mais non, regardez. Nous écoutons les patients. Les patients reviennent plus tard et nous racontent leurs expériences. Ils disent, j'ai fait ça avec ma copine, j'étais à l'aise dans cette position, j'ai amené 2 filles à la ferme, 3 filles le week-end, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, il faut écouter ces histoires. Si vous les écoutez, ça va vous faire gagner, c'est-à-dire que vous gagnerez de l'expérience, vous pouvez évaluer le résultat. Donc, un patient m'est venu, il disait, « Docteur, j'avais été opéré l'été dernier, j'ai vécu quelque chose de différent et vous devriez le savoir. » Qu'est-ce que c'est? Il a dit, « Ce n'est pas une plante, mais vous devez savoir. » Il nous l'a très bien expliqué. Sa petite amie a tenu la base de son pénis dans sa main lorsqu'il était en érection, mais bien sûr, elle l'a bien serré avec ses doigts. Il m'a dit qu'une situation bizarre s'est produite, le pénis était épais, mais la partie qu'elle a touchée lui a semblé fine. Cela a changé toute ma perspective. Je pense que le point de vue dans les livres est également faux. Écoutez, cette chirurgie est faite pour améliorer la vie sexuelle. Cette opération ne doit pas être planifiée avec une compréhension visuelle. Ce n'est pas une opération visuelle. C'est une opération tactile. Donc, ce que vous appelez la sexualité est basé sur le toucher. La femme n'observera pas le pénis de loin. Elle le touchera. Maintenant, nulle part dans les livres ne dit-il faites une injection de graisse dans la partie qui va vers l'intérieur, aux bases du pénis. Ce sont juste des informations de livres. Laissez tomber. Regardez le monde réel dans les cliniques. Vous devez également injecter la graisse autour de la partie du pénis qui se trouve à l'intérieur. Ainsi, lorsque la femme tient le pénis du bas, il lui paraît assez épais au toucher, aussi épais qu'il paraît du haut. Cette opération est basée sur le toucher. Après tout, qu'est-ce que je dis? Je dis aussi que la perspective dans les livres est également fausse. Vous devez planifier cette opération étant donné qu'elle est basée complètement sur le toucher. Beaucoup de choses sont fausses, n'est-ce pas? Elles apparaissent en les comptant. Une chose intéressante. Il y a une autre chose intéressante que j'ai vue dans les articles. Je n'ai jamais vu aucun article qui parle de la qualité de la graisse. C'est vraiment très intéressant. Ces opérations sont effectuées par des chirurgiens en Amérique, en Europe et en Extrême-Orient, mais aucun d'entre eux n'a mentionné la qualité de la graisse prélevée de l'abdomen. C'est très intéressant. Je veux dire, je suis probablement le premier à le dire. Je ne comprends pas. Si vous trouvez un tel article, tenez-moi au courant. Mais c'est vraiment très intéressant. Je l'explique comme suit. Alors maintenant, pour comprendre si la graisse de l'abdomen a une structure différente, vous devez d'abord vivre dans un endroit comme Istanbul. Istanbul est un carrefour de races et de civilisations. C'est vrai, c'est véritablement le cas. Nous vivons dans une ville où la civilisation occidentale et la civilisation asiatique et orientale se rencontrent. Nous recevons des patients dans notre lit qui n'ont jamais mangé de sandou et qui se nourrissent d'huile d'olive, et des patients d'Europe qui se nourrissent que de sandou. Écoutez, nous avons bien vu la différence de tissu adipeux entre les deux. Un chirurgien américain ou européen ne peut pas voir cela, c'est pourquoi la qualité de la graisse n'est jamais mentionnée dans les articles, dans la littérature. C'est comme si tout le monde avait les mêmes tissus adipeux. Pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, l'injection de graisse est le point le plus complexe, le plus inconnu de ces étapes de cette opération. Je pense que personne n'a la moindre idée en ce qui concerne ce sujet. Moi, j'ai une idée, je le dis. Il y a 2 raisons à cela. Premièrement, nous travaillons à Istanbul. Il n'y a pas d'autres chirurgiens à Istanbul qui travaillent si dur que je le sais sur ce problème. Un deuxième exemple, et c'est la deuxième raison, est que nous filmons chaque chirurgie depuis 11 ans. Donc, je ne connais pas un autre chirurgien qui travaille si dur dans ce domaine depuis 2004, qui travaille dans une ville comme Istanbul et qui enregistre toutes ces chirurgies en vidéo.
Je pense que nous avons vu la différence très clairement à cause de ces enregistrements et aussi parce que nous avons travaillé à Istanbul. Et comme je l'ai dit, il y avait des patients qui se font opérer pendant qu'ils étaient ici et qui sont par la suite allés en Europe, puis sont revenus pour se faire injecter de la graisse de nouveau. Donc, nous avons effectué des opérations chez ces patients qui vivaient à l'étranger et qui cuisinaient avec leur propre huile d'olive à domicile. Nous avons vu les résultats chez ces patients très clairement et que la structure de la graisse est différente. Vous me comprenez? C'est une expérience différente. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres chirurgiens qui aient eu ce genre d'expérience. C'est pourquoi ce n'est pas écrit dans les articles. Dans les articles qui parlent d'injection de graisse dans le pénis, le tissu adipeux n'a pas été divisé en deux catégories, le bon et le mauvais. Ce sujet est également absent dans les livres et les articles. Il n'a jamais été mentionné. Mais c'est un point très important car cela affecte beaucoup le résultat. Le patient m'appelle d'Allemagne et dit « Docteur, j'ai été opéré par vous il y a 7 ans. Je ne viens pas en Turquie depuis 7 ans. Je viendrai cette année. Je voudrais vous rendre visite à Istanbul en passant. » Je dis « Bien sûr, venez. » J'extrais le disque des archives, des cassettes vidéo et je regarde les vidéos enregistrées lors de son opération. Comment avons-nous fait il y a 7 ans? Aucun chirurgien ne peut se rappeler de la qualité de la graisse prélevée pendant une opération faite il y a 7 ans. Ce n'est pas possible. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un avec une mémoire assez forte. Il n'y a aucun moyen. C'est impossible. J'ouvre l'archive et je regarde les vidéos. Donc, de cette manière, je peux l'avoir de là. Puis, le patient vient pour l'examen de contrôle et je vois le résultat. Le résultat après 7 ans. J'avais tellement d'expérience, des patients qui m'appellent pour se faire réexaminer. 4 ans sont passés, 5 ans sont passés. Ce que j'ai vu, c'est que si la graisse de l'abdomen est sèche, le résultat serait très bon. Ce patient était comme s'il venait de sortir du bloc. Prêtez attention à mon expérience. Un patient m'a envoyé un texto. Il m'a vraiment énervé. Il m'a envoyé un texto et il m'a dit « J'ai lu votre CV, vous n'étiez jamais allé étudier à l'étranger. » Oh mon Dieu! Alors, j'ai écrit au patient, je lui ai dit de ne pas s'attendre à ce que je parte à l'étranger, laisser les chirurgiens étrangers venir et je leur enseignerai cette chirurgie. Sans parler de l'Europe, de l'Amérique, la plupart des articles écrits dans le monde sont déjà erronés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres chirurgiens comme nous qui travaillent dans un endroit comme Istanbul et qui enregistrent chaque chirurgie en vidéo depuis 11 ans. Même s'il y en a, par exemple, ceux qui sont en Amérique ne peuvent pas voir la différence. Ils ne peuvent pas voir la différence entre la bonne et la mauvaise graisse. La même chose pour ceux qui sont en Europe. Vous devez travailler dans un endroit comme Istanbul et vous verrez la différence entre ces deux groupes de patients, les patients qui se nourrissent des graisses végétales et ceux qui se nourrissent des graisses animales. Personne d'autre ne fait ça. Le patient me dit que je ne suis jamais allé à l'étranger. Pourquoi devrais-je faire ça? Qu'il vient ici. Je suis occupé. Laissez-les venir ici et entrer dans mon bloc opératoire. On me dit, vous avez publié de tels articles sur votre site, vous avez écrit les critiques en dessous. Est-ce que le propriétaire de ces articles ne vous envoie aucun message? Pourquoi est-ce que avez-vous critiqué de cette façon? Laissez-les m'écrire un commentaire. Je leur donnerai la réponse. De nombreux articles sont erronés. Il y a un chirurgien très célèbre en Amérique qui a écrit dans son article qu'il a réussi à réaliser un allongement de 2,7 mm ou 2,3 mm. Comment l'as-tu mesuré précisément? Au fait, je suis aussi contre la mesure. Il n'y a aucun moyen de mesurer un pénis de manière aussi précise. Vous ne pouvez pas faire une mesure aussi précise. En ce qui concerne la mesure dans les livres, il est conseillé de tenir le pénis en le soulevant, puis le lâcher et le prendre en photo. Mais ça change même avec les températures ambiantes. Avez-vous le prendre en photo lors de l'érection? Face à une très belle femme, l'érection se développe différemment. S'il y a une femme que le patient n'aime pas tellement, qui n'aime pas l'odeur de sa peau, alors l'érection sera différente. Vous ne pouvez pas faire une mesure aussi précise. Le pénis lui-même est déjà un tissu mou. Il n'y a pas d'os dedans. Si le patient a une érection, cette érection sera affectée par l'état mental, l'état psychologique, la température ambiante, la beauté de la femme. Donc, vous ne pouvez pas faire une mesure tellement précise. Le chirurgien qui a écrit cet article est un homme très célèbre, mais je ne pense pas que ça tient debout. Les Américains, en particulier, je réagis négativement à leurs articles. Parce que, dans l'article de chacun d'eux, il est décrit
Cette technique donne de tels résultats car je les réalisais moi-même. Il dit que ce serait parfait si c'est lui qui le fait. Il dit qu'il prend ses mesures en millimètres et que ça ne serait peut-être pas le cas si c'est vous qui le faites. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Je suis souvent sceptique vis-à-vis les articles d'origine américaine. S'ils disent que le gain en longueur dans le pénis est de 3 ou 4 mm, alors je les ignore. Tu ne peux pas faire une mesure aussi précise sur le pénis. C'est ce que nous disons aux patients. Est-ce qu'ils mesurent moins que 10 cm d'érection? D'accord. Ce ne sont pas des millimètres ou quoi que ce soit. Nous voulons que le pénis soit d'environ 10 cm en érection. Parce que vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats si le pénis fait moins que 9 cm. Ne le prenez pas comme une mesure millimétrique. Si la règle est placée aux bases du pénis et si le pénis en érection mesure environ 10 cm, alors ok. Des bons résultats peuvent être obtenus. Mais s'il dit 9 cm, 8 cm, alors on ne peut pas faire grand-chose. D'accord, je ne prends pas les mesures exactement. C'est comme je l'ai dit, je dis toujours environ 10 cm. Je ne m'attends pas à une mesure aussi millimétrique de la part des patients et je ne les fais pas au début ni à la fin de l'opération car le résultat de l'opération est perceptible par l'œil. Permettez-moi de vous le dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le mesurer avec une règle. Il y a un autre point moins connu de cette chirurgie. Lorsque les patients me posent des questions à ce sujet, je dis « La question d'expert de 100 millions de dollars est la question la plus importante que personne n'ait jamais posée. La longueur gagnée est-elle visible pendant l'érection ?» Ce qui est dit est tellement faux. Certains disent que la longueur gagnée n'est pas notable. Quelqu'un dit que lors d'une érection, le pénis s'approche de l'os, que vous y perdez les centimètres que vous avez gagnés en longueur et que le résultat n'est donc pas notable pendant l'érection. J'ai partagé un article sur mon site web à propos de ce sujet, je l'ai mis dans la section article. C'est faux. Cette idée-là, l'idée que la longueur gagnée n'est pas très notable car le pénis s'approche au niveau de l'os, était mon idée il y a au moins 7-8 ans. C'est ce que je pensais autrefois, mais au cours de toutes ces années, nous avons constaté que, pour que vous puissiez apprécier vraiment le résultat pendant l'érection, la rigidité qui se trouve en base du pénis doit disparaître. Ces plaintes ne sont généralement pas reçues après 6 mois. Les patients qui disent que leur pénis ne gagne pas complètement en longueur pendant l'érection, toujours les patients qui ont subi l'opération avant 2 ou 3 mois. Et les patients exagèrent parfois. Je veux dire, plus tu t'en occupes, plus ça te dérange. Récemment, un patient m'a appelé et m'a dit « Docteur, je ne peux pas tout à fait voir la différence quand j'ai eu une érection. » Bon, je lui réponds « Ça fait 2 semaines que je l'ai fait ton opération. » Quand même, il m'appelle et dit qu'il ne peut pas voir le résultat pendant l'érection. Cela devrait prendre 6 mois et le base du pénis devrait se ramollir. Les amis, ces idées sont fausses. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous pourrez apprécier le résultat pendant l'érection, mais quand? Vous voyez cette zone à la base du pénis où nous avons sectionné le ligament du pénis et où nous avons fait des points de suture sous forme de Y inversé ou un zigzag. Vous ne pouvez pas apprécier le résultat final sans que cette zone se ramollisse. Parce que le pénis est en fait un ballon. Quand le verge est engorgé de sang, l'érection se produit. Alors, l'élasticité et la douceur du pénis devraient être les mêmes qu'auparavant. Lorsque la zone qui se trouve en bas est ferme, comme une pierre, vous ne pouvez de toute façon pas voir la longueur gagnée. Vous me comprenez? C'est pourquoi nous ne recevons pas de telles plaintes après 6 mois, 9 mois. Personne ne reviendra et nous dira qu'il n'y a pas de différence de longueur. Mais il faut attendre un peu. Parfois, le patient me demande « Docteur, ça fait 6 mois, je ne vois toujours pas les centimètres gagnés. » Je lui ai déjà dit, il y a encore une rigidité en base du pénis. Il dit que c'est toujours doux là-bas. Alors, attendez un peu plus longtemps. Ici, le critère est le ramollissement du site chirurgical en base du pénis. Alors, le patient me demande automatiquement « Y a-t-il une pommade ou des médicaments pour ça ?» qui aidera à accélérer le ramollissement de cette zone. Malheureusement, il n'y en a pas. Il y a ce qu'on appelle le processus de la guérison du corps. Ce processus peut prendre 6 mois chez certains patients, 9 mois chez des autres, et parfois même 1 an. Il faut attendre. Lorsque la zone en base du pénis se ramollit, le pénis sera libéré. Vous ne pouvez pas apprécier le résultat final avant la fin de ce processus. Le tissu doit se ramollir.
Il y a une autre pratique erronée, pour ne pas dire mal connue. Certains collègues donnent une garantie aux patients. Je l'ai vu dans les vidéos de quelqu'un sur son site internet. Il a écrit « On vous garantit un gain de 6 cm ». Oh Dieu! On ne peut pas garantir 6 cm, on ne peut pas même garantir 3 cm. Habituellement, le gain en longueur est de 2 ou 3 cm, mais on n'utilise pas le mot garantie. Pourquoi? Parce qu'en médecine, parfois, il arrive des choses auxquelles on ne s'attend pas. Je l'ai mentionné au début de cette vidéo. J'ai injecté 66 cc de graisse chez un patient. La graisse n'est pas censée survivre normalement, mais elle a tenu bon. C'est vraiment un miracle que ces 66 cc de graisse restent vivantes et persistantes dans une zone telle que le pénis. Même le tissu adipeux vivant a été entouré par des veins. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Donc, cela peut arriver. Cela peut arriver soit de manière positive, soit de manière négative. Parfois, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas peut donner un bon résultat. Par exemple, un de nos professeurs m'a envoyé un parent pour allongement du pénis. Puisque le patient était un parent du professeur, j'étais vraiment stressé en allant au bloc opératoire. Car, comme je l'ai dit, il n'y a aucune garantie que tout se passera parfaitement et que tout ira bien, comme je viens de l'indiquer. Il n'y a aucune garantie en médecine. Peu importe, nous sommes au bloc opératoire, j'ai fait l'incision en bas, j'ai enlevé le tissu. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Et j'ai tout de suite été soulagé. Le patient avait une anomalie rare à laquelle nous ne nous attendions jamais. C'est pourquoi il nous a fallu 2 fois plus de temps pour finir l'opération. C'était une chose très intéressante, quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Maintenant, permettez-moi de le décrire. Normalement, le pénis passe sous l'os et monte d'ici devant l'os, il s'étend d'ici. C'est ainsi que nous faisons sortir cette partie pour l'allongement. Mais ce que j'ai remarqué chez ce patient, quand j'ai fait une incision, c'est que le tissu érectile vient de la partie intérieure de l'os et il monte. Il fait un anneau comme ceci et il s'attend d'ici. C'est-à-dire, le pénis avait la forme d'un fer à cheval et le tissu érectile s'étendait vers l'extérieur. Très intéressant. Je n'ai jamais revu une telle anomalie. Je ne l'ai jamais vu auparavant, donc c'était le seul patient. Et il s'est avéré être le parent de l'un de mes professeurs. Quand j'allais en chirurgie pour voir si nous pouvions bien gérer la situation, j'espérais qu'il n'y aurait pas de problème, alors je faisais l'incision et je voyais cette partie et je me suis dit, oh, le résultat serait parfait. Donc, le fait de libérer cette partie de l'anneau lui a fait gagner beaucoup plus de longueur. Regardez, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Donc, c'est pourquoi vous ne devez donner aucune garantie, surtout une garantie de 6 cm. C'est quelque chose qui ne se produira pas de toute façon. Quelque chose de bizarre m'est arrivé avec l'un de nos patients. Il s'agissait de ce qu'on appelle un pénis enfui. Le patient est arrivé, nous avons fait tout ce qui est nécessaire dans la chirurgie du pénis enfui, nous avons libéré le pénis. 2 ou 3 semaines plus tard, il est revenu, son pénis est enfui à nouveau. On l'a opéré 3 fois en 2 ans. Le pénis est libéré, nous le fixons à l'extérieur avec des points de suture, le patient nous rend visite dans 3 semaines, son pénis est enfui à nouveau. J'ai dit, alors peut-être que nous loupons quelque chose ici. J'ai dit, je vais effectuer des recherches dans les livres pour vous, je vais lire à ce sujet dans les livres à nouveau. Nous avons tout essayé, mais sans succès. J'ai dit avec certitude que nous loupons quelque chose. L'homme était parti. Après un certain temps, je l'ai appelé. Sa sœur a répondu au téléphone. Elle m'a dit qu'il avait un rendez-vous avec une autre médecine aujourd'hui et qu'il y irait. Je lui ai dit, n'allez pas chez d'autres médecins, venez me voir. Je lui ai dit, je ne connais personne d'autre qui ait autant d'expérience avec un tel cas. Dis-lui de venir, je pense que je pourrais l'aider. Et puis, ce patient est arrivé quelques semaines plus tard, il est venu, mais il a dit, je suis allé voir d'autres médecins, je n'ai pas donné votre nom. Je leur ai dit que j'ai été opéré 3 fois en 2 ans et que mon pénis est enfui et qu'il s'échappe toujours à l'intérieur. Ils m'ont dit que seulement le docteur Oytoun pourrait résoudre mon problème. Et quand il a entendu mon nom, il a dit d'accord. Il est sorti. Et puis, il a donné mon nom à certains des médecins qu'il a consultés.
Il a dit qu'il a été opéré par M. Oytun 3 fois en 2 ans pour le traitement d'un pénis enfui et que son pénis a été enfui à nouveau. Quand les médecins ont entendu mon nom, ils ont dit « Si Dr. Oytun ne pouvait pas le résoudre, alors nous ne pouvons rien faire. » Quand il a entendu mon nom de partout, il est revenu. Et pendant ce temps, je lisais un livre. Alors, qu'est-ce que nous lupons dans le cas de pénis enfui? Regardez, nous lupons quelque chose de telle façon que rien ne marche. Il y a une phrase à la première ligne du premier paragraphe sur le pénis enfui. La première phrase. C'est vraiment très important. La définition d'un pénis enfui. La taille du pénis est normale, mais elle est enfouie. En fait, c'est ça le truc. Le pénis de ce patient est à la fois court et enfui. Ce qui nous induit en erreur, c'est que le patient est obèse. Nous pensons que le pénis a l'air enfui à cause de l'obésité et que cette taille est normale, nous ne pouvons pas le faire sortir. Nous le forçons avec des points de suture pour le libérer, mais il est enfui à nouveau en peu de temps, parce que le pénis du patient est court. Vous me comprenez? C'était un cas intéressant, quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Maintenant, je raconte ce cas au Congrès comme une sorte d'avertissement. Un cas d'un pénis enfui peut s'agir d'un pénis enfui et court à la fois. Je vous conseille de ne pas oublier cela. Si le cas d'un pénis enfui est un cas qui correspond à la définition, en d'autres termes, si le pénis est enfui mais de taille normale, alors vous obtiendrez les résultats souhaités. Appliquez ces techniques, vous obtiendrez le résultat. Si vous ne pouvez pas obtenir les résultats, alors il s'agit d'un cas d'un pénis enfui et court à la fois. Il n'y a pas de tissu érectile que vous pouvez libérer. Si vous le forcez, le faites sortir avec des points de suture, il sera enfui à nouveau. Écoutez, c'est pourquoi je dis que nous ne donnons aucune garantie. Quelque chose d'intéressant peut vous arriver dans le bon sens, aussi une mauvaise anomalie peut apparaître, ce qui altère le résultat. C'est pourquoi nous n'utilisons pas le mot garantie, mais beaucoup d'amis écrivent ce mot sur leur site, garantie. C'est un mensonge. Ils mentent en vous regardant droit dans les yeux. Maintenant, certaines cliniques garantissent également que cela se fera en une seule fois, c'est aussi faux. De toute façon, vous ne pouvez pas donner des garanties en chirurgie. De plus, si la graisse prélevée de l'abdomen est de mauvaise qualité, vous devez informer le patient immédiatement qu'une injection supplémentaire de graisse puisse être envisagée. Notre pronostic concernant ce sujet est maintenant très cohérent. Quand vous dites au patient qu'il peut y avoir une résorption de la graisse injectée et qu'il doit revenir dans 6 mois, le patient vous fait plus confiance. Si vous ne l'informez pas, il pourrait croire que vous avez échoué et il pourrait ne jamais revenir. Donc, il faut absolument dire au patient que si le tissu adipeux n'est pas de très bonne qualité, alors il sera résorbé. C'est pourquoi je suggère au patient de se refaire injecter de la graisse après 6 mois. Si la graisse est de mauvaise qualité, si elle est de bonne qualité, on dit la graisse est de très bonne qualité et que je ne m'attends pas à une résorption qu'après des années. Et comme je l'ai dit, nous n'injectons certainement pas plus de 66 cc de graisse chez ce patient. Si le patient est noir et son pénis fait 20 cm, vous pouvez lui injecter entre 80 et 90 cc. Mais la majorité de nos cas, les patients turcs ayant un pénis qui fait entre 12 et 15 cm en érection, à peu près, dans ces cas, il ne faut pas dépasser le 60 cc, si la graisse est de bonne qualité. Si elle est de mauvaise qualité, on injecte entre 80 et 90. Mais il ne faut pas dire que cela se terminera en une seule fois parce que la graisse se résorbe. Maintenant, voici le truc à propos de cette opération. Permettez-moi de vous en parler et de terminer. Ça a pris déjà longtemps. Beaucoup de patients veulent que leur pénis soit très gros, qu'il soit très épais. Ils font une énorme erreur, surtout les patients arabes. Ne le considérez pas comme de la discrimination, ne pensez pas que je suis raciste, mais tous les patients arabes qui sont venus me consulter étaient les mêmes. Ils veulent que leur pénis soit si épais qu'il mesure 1 mètre, qu'il soit aussi long que leurs jambes. C'est ce qu'ils veulent. Laissez-moi être clair avec vous. Les hommes qui regardent du porno le soir sur Internet, ils jalousent des noirs. Je veux dire qu'ils veulent un pénis comme celui de noir. C'est une demande ridicule. Bon, tout le monde envie les noirs. Alors, je me demande, auras-tu des rapports sexuels avec une latina ou une femme noire?
La taille du pénis n'a pas d'importance ici. Si vous avez un pénis de 20 cm, vous aurez des problèmes avec les femmes turques. Ce ne serait pas juste. Il est donc également faux de s'attendre à un allongement de 6 cm ou 10 cm. C'est une demande ridicule. Un tel résultat ne peut pas être achevé. Le pénis gagne de 2 à 3 cm après l'intervention. C'est une taille extrêmement raisonnable. C'est très normal pour nos gens. L'excès en tout est un défaut. Pourquoi? Il ne s'agit pas de la taille du pénis, mais de la compatibilité entre la femme et l'homme. Pourquoi le pénis est-il gros chez les Noirs? Parce que les femmes latines et les femmes noires ont de grosses fesses. Quand nous sommes allés à Miami, en marchant sur la plage de South Beach pour la première fois, des amis me demandaient « Pouvez-vous faire une augmentation des fesses comme ça ?» Il y avait des femmes noires qui portaient des strings là-bas, leurs hanches sont larges comme un baril. On ne peut pas le faire avec une prothèse. Nos gens n'ont pas une telle structure musculaire. L'homme qui aura une relation sexuelle avec une telle femme doit également avoir un gros pénis qui entrera par les fesses et atteindra le vagin pour le pénétrer. Il doit faire 20 cm. C'est ça la compatibilité entre l'homme et la femme. Le pénis chez les hommes d'Extrême-Orient est petit. Pourquoi? Parce que leurs femmes ont des petites hanches. Elles ont des structures minces. Un pénis de 9 ou 10 cm est suffisant. C'est une vérité. La compatibilité entre la femme et l'homme est importante. Chez nous, la majorité des patients qui viennent à la clinique ont des pénis qui mesurent entre 11 et 15 cm. C'est la moyenne. C'est aussi extrêmement normal. Écoutez, laissez-moi vous donner un exemple. Un ami m'a envoyé un texto. Docteur, vous faites ce type de chirurgie, j'ai beaucoup de problèmes avec ma femme. Nous ne pouvons nous mettre à l'aise dans aucune position sexuelle. Mais je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire avec cela? Nous ne pouvons nous mettre à l'aise dans aucune position. J'ai dit, envoie-moi une photo de ton pénis en érection. Laissez-moi le voir pendant l'érection, peut-être que j'aurai une idée. Il m'a envoyé une photo, son pénis en érection mesure au moins 20 cm. Écoutez, c'est aussi faux, c'est aussi mauvais. Le problème ici, c'est qu'un pénis de 20 cm n'est pas littéralement compatible avec un vagin d'une femme turque. Une partie du pénis reste dehors, c'est comme un pont entre lui et la femme. C'est pourquoi il a dit qu'ils ne peuvent pas se mettre à l'aise. Parce que son pénis est extrêmement gros. Vous me comprenez? Ce n'est pas raisonnable non plus, et cela cause des problèmes. C'est pourquoi les hommes qui envient les noirs, qu'ils voient dans les films porno, veulent avoir un pénis de 20 cm, 18 cm. Ce n'est pas les bonnes idées, ce n'est pas les bonnes demandes. Alors, ne pensez pas à l'agrandir de cette façon. C'est pas juste. Si vous allez avoir des relations sexuelles avec une femme noire, bien. Il vaut mieux avoir un pénis de 20 cm. Mais pour un homme qui aurait des rapports avec une femme turque, un pénis de 20 cm, c'est quelque chose d'absurde. La chose qui est mal comprise ici est la suivante. Un plus gros pénis n'est pas mieux. Les visions de ces Arabes sont démesurées. L'homme veut que son pénis soit extrêmement long. Et je montre une photo à un patient qui est venu à la clinique. Je lui montre les cas avec les meilleurs résultats. Il me dit, je n'ai pas noté de différence. Un patient arabe. Il m'a vraiment énervé un jour. Je lui ai dit, va voir un ophtalmologue car tu ne vois pas l'écran ou tu n'es pas censé subir cette opération. Leurs attentes sont démesurées. La longueur du pénis n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la compatibilité entre l'homme et la femme. Il est souhaitable qu'il soit grand dans la limite normale. Bien sûr, un homme turc veut que son pénis soit entre 16 et 18 cm. 10 cm est également la limite inférieure de la normale. Et à mon avis, ces pénis doivent être opérés parce qu'ils sont à la limite de la chirurgie, ils sont à la limite de pouvoir bénéficier, mais ils sont aussi à la limite la plus basse des limites normales. C'est pourquoi je pense qu'une personne avec un tel pénis a besoin d'une intervention, qu'il tente sa chance. Peu importe le gain en longueur, la chirurgie sera utile pour le patient. C'est pourquoi je ne recommande pas cette chirurgie pour les patients ayant un pénis de 9 cm ou moins. Les patients ayant un micropénis, voilà ce que je recommande aux patients avec un micropénis. Vous ne pouvez pas bénéficier de la chirurgie, mais vous pouvez mener une vie heureuse avec une femme d'Extrême-Orient.
parce que leur structure corporelle est également mince. C'est une solution. Il peut avoir une relation intime avec une femme d'Extrême-Orient, une Coréenne, une Japonaise, et aussi mener une vie heureuse. Vous me comprenez? C'est une très bonne solution. Les proches d'un patient qui est venu me voir l'ont dit. Je leur ai dit qu'un patient avec un micropénis ne pourrait pas bénéficier de la chirurgie. Ils ont dit, nous le marierons avec une femme d'Extrême-Orient. C'est une bonne idée. Eh bien, les hommes avec des micropénis devraient suivre ce chemin. Mon conseil est qu'ils devraient avoir des relations avec les femmes d'Extrême-Orient. Vous ne pouvez pas bénéficier de cette chirurgie. Lors d'un congrès, l'un des professeurs à qui j'ai parlé de ce sujet a dit « Moi, j'accepte les cas de micropénis, je fais ce type de chirurgie. » Il a dit « Que devraient-ils faire ces patients-là » Mais la chirurgie est la solution, pas le remède. Cela ressemble à ceci. Si le patient était déprimé, il dirait qu'il ne trouve pas de solution, alors il se suicidera. Alors, si vous donnez de l'espoir à ce patient et si vous essayez de faire la chirurgie, et après l'opération, il sera évident qu'il n'y a pas de remède. Il n'y aura donc certainement pas d'allongement, parce que cette opération est inutile dans le cas de micropénis. Alors le patient se suicidera vraiment. Donc, nous ne devons jamais tenter nos chances dans ces cas. Mais se marier avec une femme d'Extrême-Orient est une solution. Sérieusement, c'est une solution. Vous sauverez la vie du patient. Je pense qu'il est nécessaire de recommander cela. Alors, ne vous faites pas opérer pour avoir un gros pénis comme ceux de Noirs. Pour les Turcs, la taille du pénis est suffisante s'il mesure 16, 17, 18 cm. On n'a pas besoin de plus. Par conséquent, lorsque vous agrandissez le pénis chez des patients dont la taille du pénis est de 14, 15 et 13 cm, le gain en longueur de 2 ou 3 cm est très normal parce que c'est plus que 10 cm. À cet égard, je pense que les médecins se trompent et les patients se trompent aussi. En termes de compatibilité entre l'homme et la femme, il est nécessaire de ne pas chercher à avoir un pénis trop grand. Il est également nécessaire de ne pas opérer sur des patients avec un micropénis. Je pense que j'ai assez bien récapitulé. Bon, en tout cas, c'était une vidéo assez longue, mais il était également nécessaire de compiler et de recueillir ces sujets. Je pense que je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos. Je suis en train d'écrire un livre à ce sujet. Là, je vais vous parler de ces problèmes beaucoup plus en détail. Soyons clairs, il ne serait pas comme les livres académiques. J'écris le livre exactement de la même façon que je parle ici. Et il n'y aurait pas de section inutile, il n'y aurait pas d'historique de ces opérations. Donc, je vais vous communiquer mes expériences directement, les pratiques cliniques et ce que nous faisons en chirurgie et à quoi il faut faire bien attention. Il y aura aussi des schémas et des dessins. Je pense même à mettre 2 DVD derrière le livre. Je pense à filmer une de nos opérations ou même 2 opérations. Je pense à mettre les vidéos du début à la fin et peut-être attacher ces vidéos au livre. Ce sera un très bon kit éducatif. Il y a tellement de choses fausses à ce sujet qui sont mal connues dans les livres, dans les articles, les vidéos YouTube, sur Internet, etc. Les patients se tournent vers moi après les avoir lus et me posent des questions. Je n'ai vraiment marre d'en parler. Mes amis les chirurgiens, s'il vous plaît, mais je vous en prie. Je pense que vous devriez acheter mon livre quand il sera publié. Aussi, regardez ces vidéos du début à la fin. Il s'agit d'une version filtrée des expériences que nous avons eues en travaillant intensivement depuis 2004. Vous ne devriez pas arrêter mes conseils. Suivez mes suggestions et ce que je viens de dire. Vous n'avez pas besoin d'explorer l'Amérique à nouveau. D'accord? Et comme je l'ai dit, les lois de la physique dans les régions du pénis fonctionnent à l'inverse. Vous versez un verre d'eau, il coule vers le plafond. Vous serez surpris. Les choses fonctionnent à l'inverse là-bas. C'est une autre planète. Si vous connaissez correctement les lois, si vous connaissez correctement la philosophie, vous obtiendrez des bons résultats. Un conseil, regardez les vidéos que j'ai publiées sur mon site internet. La dernière fois que j'ai vérifié, la durée totale de l'ensemble de mes vidéos était 9 heures et elle est devenue 10 heures avant cette vidéo. Prenez du temps pour regarder mes vidéos les soirs, écoutez tout ce que j'ai dit. Vraiment, je vous ai raconté tout ce que je savais sur cette chirurgie. Si vous avez des questions à me poser, envoyez-moi un courrier. Mon adresse électronique est écrite. Je n'ai pas beaucoup plus à dire à ce sujet pour le moment.
Nous gagnons de nouvelles expériences, nous tombons sur un nouvel cas, ou bien quelque chose se passe, je veux les ajouter comme une note supplémentaire, mais comme je viens d'indiquer, pour le moment, je pense que cette vidéo sera la dernière sur l'agrandissement du pénis, et si vous avez des questions, envoyez-moi un courrier. Peut-être que je ferai une vidéo séparée pour répondre à vos questions. Merci de m'avoir regardé et je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne.